Bien, nous allons donc reprendre la présentation de Nisa au point où nous l'avions laissée. J'avais esquissé rapidement, disons, les raisons qui font qu'on a aujourd'hui de s'intéresser à nouveau à cette fouille, son importance, le fait qu'elle marque vraiment, elle est vraiment l'épisode fondateur de l'archéologie urbaine de l'Asie centrale, au moins pour les périodes historiques. Avant d'aborder l'examen des monuments un à un et des problèmes d'interprétation qui se posent en fait pour absolument tout, ce qui rend ce cas évidemment particulièrement intéressant. Je vais d'abord esquisser l'historique de la fouille parce qu'elle présente un grand intérêt, puisque ça s'est échelonné sur 80 ans, puisque ça a commencé en 1930, donc c'est une bonne manière d'appréhender les phases successives par lesquelles est passée la recherche soviétique et post-soviétique. On peut distinguer assez nettement 4 phases avec entre elles des périodes d'interruption. Alors il y a une phase préalable qui est antérieure à la Révolution. Ce sont les grandes enquêtes de la Commission archéologique impériale en 1888. En fait, les bases de l'exploration systématique de l'Asie centrale par les soviétiques avaient été posées à l'époque tsariste par ce qui était, ce n'était pas évidemment des prospections au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais c'était, disons, des inventaires préliminaires des sites qui pourraient présenter un potentiel. Et dans beaucoup de cas, ce sont ces enquêtes qui ont amené à choisir, quelques décennies plus tard, les sites qui allaient être l'objet des grandes expéditions soviétiques. Alors, les ruines de Nisa ont bien été décrites à ce moment-là, en 1888, mais le site n'a pas retenu l'attention. Ils ont trouvé que c'était un petit site pas très prometteur, et ce n'est qu'ensuite, en fait, qu'en reprenant le texte d'Isidore de Charax, dont j'ai parlé la dernière fois, on s'est rendu compte que c'était vraisemblablement Partao-Nisa, l'ancienne capitale des Parthes. Alors, la première phase de fouille s'ouvre en 1930 avec l'archéologue, voilà, en haut à gauche, Alexandre Marouchenko, qui fouille de 1930 à 1936. En dessous, son collaborateur Yershov. Alors, sociologiquement, c'est assez intéressant. Marouchenko n'est pas issu de l'intelligentsia coloniale locale, c'est un parachuté. L'intelligentsia coloniale locale va arriver ensuite. Il est formé à l'université de Moscou et c'est vraiment l'un des représentants de la génération pionnière qu'on a envoyé porter la science soviétique dans les républiques d'Asie centrale qu'on voulait mettre au niveau. Et en fait, il a rempli son contrat, il a passé sa vie au Turkménistan, il y est mort en 1976, toujours actif dans l'archéologie, mais évincé de Nisa, on va voir par qui. Bien. En réalité, alors donc en haut c'est Marouchenko, en bas son collaborateur Yershov, qui lui était issu d'un autre de ces milieux qui a généré plus tard les premières équipes, c'est ce qu'on appelle en russe les kraïevets, les érudits locaux. Voilà. Il y avait un milieu d'érudits locaux en milieu russe avant la Révolution, très actif, et Yershov est issu de ce milieu-là. Alors, la contribution de Marouchenko à la connaissance de Nisa a été massacrée par son successeur, Mikhaïl Masson, dont je vais parler dans un instant, après la guerre, qui voulait l'éliminer complètement du site et qui y a réussi. En fait, Marouchenko a vécu encore longtemps après, et c'est le dernier fouilleur et encore actuel fouilleur du site, Victor Pilipko, qui l'a en quelque sorte réhabilité, en montrant que, pour l'époque, il avait fait un travail tout de même fort méritoire, et Pilipko a notamment eu le grand mérite de sauver les archives de Marouchenko, qui lui avait confié tous ces documents.
parce que Marouchenko, en fait, a pratiquement rien publié. Peut-être parce qu'il a eu quelques ennuis politiques. Enfin, il semble avoir alterné son activité professionnelle entre le terrain et la prison. Voilà, dans les années 30. Il a fait un rapport, en fait, qui existe encore, mais qui n'avait pas été publié, au 3e congrès international d'art et d'archéologie iranienne à Leningrad en 1935. Alors c'est quand même intéressant de voir que le congrès mondial d'archéologie iranienne en 1935 se tient à Leningrad. C'est le moment où l'Union soviétique cherche absolument à s'affirmer comme un des moteurs scientifiques de l'iranologie. Alors le rapport de Marouchenko avait apparemment fait sensation, mais il ne l'a jamais publié, Pilipko l'a récupéré. Alors, le grand mérite, Marouchenko a eu quand même le grand mérite de prouver une fois pour toutes que Nisa était un site royal part, et que ce site était celui dont avait parlé Isidore de Carax. Il est tombé dans le bâtiment... Alors oui, c'est ça, je procède comme ça. Qu'on a ensuite appelé la salle carrée. On va voir que c'est un des bâtiments les plus monumentaux qui pose, comme tous, des problèmes d'interprétation. Il est tombé sur des bases quadrilobées de type hellénisant en briques cuites. Il a tout de suite compris qu'il était dans un monument majeur d'époque parthe. Alors voilà son cabinet d'études. Ça donne une idée des conditions extrêmement, de la pénurie extrême dans lesquelles travaillaient ces pionniers, à qui on doit tout de même pardonner beaucoup de choses. Il récupérait des éléments architecturaux en briques cuites. On aperçoit des choses très très typiques de Nisa, la massue d'Héraclès, héritée des Séleucides, qui est omniprésente sur le site. Il y a aussi l'encre des Séleucides, il y a l'arc des Arsacides. Tout ça, il avait déjà compris donc, que c'était d'époque parthe, des feuilles d'acanthe, enfin, des choses dont on s'est rendu compte après qu'elles étaient très proches de ce que nous trouvions à Aïkhanoum. Voilà, c'est les dessins qu'il a fait à l'époque. Les merlons à degrés avec décor sagittal, d'un type hérité du Proche-Orient ancien et de l'époque achéménide. Les masques de lion, on a ensuite trouvé les mêmes à Aïkhanoum. On s'est même parfois demandé si ce n'étaient pas les mêmes qui les avaient fabriqués. L'arc, évidemment. Un hommage des Parthes à leurs ancêtres, à leurs origines, les Acantes. Est-ce qu'il y a encore un autre là? Ouais, voilà ça. Alors, bon, évidemment, il a commis des erreurs d'interprétation, mais enfin, à Nisa, on peut dire que tout le monde, d'une certaine façon, tout le monde a pris le risque de commettre des erreurs d'interprétation, y compris jusqu'à maintenant, y compris probablement moi-même ici. Il est parti littéralement, il a accordé une confiance religieuse aux 3 lignes d'Isidore de Carax, où tout ce qu'on voyait, c'est que c'était un site royal, qu'il y avait des tombes royales. Et donc, il a interprété presque tous les grands bâtiments comme funéraires. Alors, la grande salle carrée dans laquelle il est tombé, que je viens de montrer, c'était pour lui le mausolée royal du fondateur, d'un des rois parthes. Quant à une grande tour voisine, dont on a su après qu'elle était en fait une partie d'un autre bâtiment, eh bien, il en a fait une tour du silence. Voilà, pour lui, tout fonctionnait. Nisa était un grand ensemble funéraire royal. Bien. Il ne faut pas lui jeter la pierre parce que quelque chose de cette ligne d'interprétation mettant tout en rapport à Nisa avec le culte des ancêtres royaux a perduré très longtemps, y compris jusqu'à nos jours, sous la plume de certains auteurs. Alors, sa méthode de fouille, c'est la méthode de l'époque, pas qu'en Russie. Bon, ce sont des tranchées et des puits, surtout des tranchées, orientés d'après les micro-reliefs,
Alors, ça peut être trompeur, parce que nous savons bien, tous ceux qui fouillent en Asie centrale savent très bien que les micro-reliefs n'indiquent pas forcément l'emplacement des murs. Ça peut entraîner l'emplacement où un mur s'est déversé. Suivre une ligne de micro-relief, c'est parfois tomber sur l'effondrement du mur, c'est rater le mur lui-même. Il essayait de dégager les plus grandes longueurs possibles de mur. Il descendait jusqu'au fond, ce qui, évidemment, ce n'est pas les parois stratigraphiques qui l'intéressaient, c'était ce qu'on trouvait au fond. Du coup, il a fait ce qu'ils faisaient tous à l'époque. Il a détruit les contacts stratigraphiques, une partie des contacts stratigraphiques entre les structures et les couches. On a fait le même constat à Samarcande avec les anciennes tranchées de Viatkin qui suivaient les mêmes méthodes. C'est sûr que Masson ensuite a beaucoup protesté contre l'état dans lequel Marouchenko avait laissé le site. C'est évident que ces pionniers, quand ils étaient très actifs, ne facilitaient pas la tâche de leurs successeurs venus ensuite avec de meilleures méthodes. Alors les meilleures méthodes arrivent après la guerre avec le couple Masson et son épouse, Mikhail Masson et son épouse Galina Pugachenkova. Alors là, on change de milieu. Ce ne sont pas des parachutés, ce sont des gens issus de l'intelligentsia russe pré-révolutionnaire. Ils sont nés au Turkestan, de familles qui étaient installées depuis plusieurs générations. Masson avait pratiqué l'archéologie à Samarcande dès avant la Révolution. Il a été très actif avant la guerre. Et en 1946, dans l'euphorie donc, de la libération, il obtient la direction, la création de l'une de ces grandes expéditions dites comme expéditions complexes, ce qu'on traduirait nous par pluridisciplinaire, qui se crée à ce moment-là en Asie centrale, la Yutake, l'expédition archéologique, l'expédition archéologique du Turkménistan du Sud. Évidemment, cette initiative marque la montée en puissance de Tachkent comme centre universitaire et intellectuel dans l'immédiate après-guerre. En quelques années, Masson et son équipe fouillent presque complètement les trois plus grands ensembles architecturaux, qui sont donc ce qu'on a appelé la salle carrée, dont je viens de parler, qui avait été déjà explorée par Marouchenko, la salle ronde, le bâtiment tour un peu, et puis plus au nord, un bâtiment sur lequel on va être amené à revenir, qu'on appelle la trésorerie, et puis ça a été mis en doute récemment, donc de manière moins compromettante, je vais l'appeler la maison carrée, en hommage à la maison carrée de Nîmes, c'est-à-dire comme ça qu'elle est souvent appelée. Alors, Masson avait été formé non pas comme archéologue, personne à cette époque, il n'y avait pas à ce moment-là de formation universitaire à l'archéologie en URSS. D'ailleurs, il crée la première chaire d'archéologie existante au Turkestan, la chaire d'archéologie de Tachkent. Il a été formé avant-guerre comme topographe militaire. Donc c'est quelqu'un qui a, contrairement à Marouchenko, un sens précis de l'enregistrement des données. Bien. Quant à Galina Pugachenkova, qui était au départ son étudiante, elle était de profession architecte. Bien. Un détail sur Masson, qui a vécu très longtemps, Henri-Paul Francfort et moi l'avons connu. Il est pratiquement, moi je ne connais pas d'autres exemples, il est l'un des seuls archéologues soviétiques à avoir écrit ses mémoires. Alors, les mémoires d'archéologues, c'est un genre très florissant en Grande-Bretagne. On connaît tous les mémoires de Wheeler, les mémoires de Malowan, c'est tout à fait intéressant. Il y a d'autres pays où les archéologues publient leurs mémoires, les mémoires de Yadin en Israël, etc. Mais très peu l'ont fait, très peu l'ont fait en URSS. Bon, peut-être il y avait des choses qui ne tenaient pas trop à raconter. Les mémoires de Masson sont passionnantes, mais ne couvrent que sa jeunesse.
c'est-à-dire les années d'avant-guerre, avant qu'il arrive à Nissa. Alors je signale, bon bien sûr c'est en russe, souvenir d'un archéologue de l'Asie moyenne, mais je signale qu'il en existe un compte-rendu extrêmement détaillé par Paul Bernard. Souvent les comptes rendus de Paul Bernard dispensent pratiquement de lire les livres sur lesquels il fait les comptes rendus. Un compte rendu paru dans le Journal asiatique en 1977 et vraiment auquel je conseille de se reporter si on veut se revivre un peu l'atmosphère de cette époque. Alors la méthode de fouille est en progrès, mais moi je la qualifierais de pseudo-stratigraphique ou de quasi-stratigraphique. Parce que là, vous voyez une coupe, c'est les niveaux d'effondrement de la salle ronde, à partir desquels on spécule encore aujourd'hui pour savoir s'il y avait une coupole ou s'il n'y avait pas de coupole. Bien. Alors, on voit ça a été redessiné. Non, ça vient direct. Ouais, je crois que c'est un peu redessiné après, mais enfin, ça vient de ses publications. Contrairement à Marushenko, il publiait beaucoup, il a créé une collection. Il n'a pas tout publié, loin de là. Mais enfin, il a beaucoup publié, il faisait publier. Il était très attaché, très dévoué à ses étudiants, et il faisait publier ses étudiants, même débutants. Voilà, les diverses couches d'effondrement et d'abandon soigneusement distinguées, mais, comment est-ce qu'on a dégagé ça? Ça, c'est ce qu'on observe en coupe. Alors déjà, on a quelques soupçons, il se peut que cette coupe soit reconstituée après coup, d'après des observations qu'on a complétées les unes les autres. Et puis, ce qui est assez significatif, c'est ces deux petites colonnes avec des chiffres arabes. C'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle en russe des yarus, c'est des couches mécaniques de 50 cm, c'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont pas sorti les couche après couche, comme on fait aujourd'hui dans les contextes où on fouille soigneusement. Ils ont sorti les couches comme ça. Ce qui veut donc dire que les stratigraphies s'observaient dans la coupe, mais ne guidaient pas la collecte du matériel. Avec une couche mécanique comme celle-là, on va récolter sur la même couche du matériel venant évidemment de déposer à des dates différentes. C'est une méthode qui marche à peu près quand on a affaire à des étagements de sol à peu près horizontaux, mais qui entraîne des résultats très néfastes quand on a affaire à des couches en pente. Il ne s'agit pas que de maçonnes, il ne s'agit pas que de l'archéologie soviétique, il s'agit de toute l'archéologie occidentale jusqu'à l'intervention de Mortimer Wheeler, qui le premier se fait l'avocat du décapage des couches, sol après couche après couche. Bien. Alors ils ont fouillé vite, mais quand même assez soigneusement, et surtout ils ont connu leurs limites. C'est-à-dire que, par exemple, en dégageant les grandes salles, ils sont tombés sur des restes de sculptures en argile crue. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas les moyens de les sauver. Ils les ont laissés, ils les ont réenterrés. 40 ans après, arrivent les Italiens avec de meilleures méthodes de conservation, et les Italiens sauvent ces fragments et sortent la tête de Mithridate Ier. Ça, on doit ça là, quand même à la prudence des fouilleurs de l'époque qui ont su réserver pour leurs successeurs des choses qu'ils ne pouvaient pas dégager eux-mêmes. Tout de suite, la fouille commence en 1946. Dès 1948, c'est l'événement sensationnel de la découverte des ritons, dont j'ai montré un exemple précédemment, les grands ritons d'ivoire trouvés dans la trésorerie, et la même année aussi dans la trésorerie, les premiers ostracas en partent. Il faut savoir que ce qui a rendu encore plus émouvante ces découvertes, c'est qu'elles ont été faites dans un contexte catastrophique. C'est le grand tremblement de terre d'Ashrabad en 1948 qui a fait des milliers de morts. Les ritons ont été dégagés pendant le séisme. Il a fallu des véritables prouesses techniques pour arriver à les sauver. Alors, un autre mérite de Masson, c'est qu'il, lui, contrairement à Marushenko, il trouvait les moyens pour publier. Masson était un véritable animal de pouvoir, ce qui en archéologie n'est pas toujours un défaut. Il savait trouver les moyens, et notamment,
il a réussi, après la découverte d'Ériton, il a été plaidé à Moscou la cause de l'archéologie du Turkménistan dévasté par le tremblement de terre. Il fallait faire quelque chose pour la gloire culturelle du Turkménistan, et il a obtenu de faire publier les 40 tritons dans un album d'un luxe inouï pour l'époque, parce que tout simplement les autorités ont mis à sa disposition l'imprimerie des billets de banque. Et il n'y a aucune publication soviétique à l'époque qui pouvait assurer une qualité pareille. L'épopée de la Yutakia Nisa ne dure pas longtemps, en fait, quelques années seulement. Dès le début des années 50, la fouille n'est pas mise en extinction, mais disons, elle est mise dans un demi-sommeil jusqu'en 67. Il délègue un ou deux collaborateurs pour continuer à faire des sondages, parce qu'en réalité, l'attention s'est détournée sur un autre site beaucoup plus grand qui est Merv. Ville beaucoup plus, évidemment, entourée d'un prestige beaucoup plus considérable dans l'Antiquité. On a 3 lignes sur Nisa, on a des pages sur Merv, ils sont restés à Merv, en fait, pendant longtemps. Alors, je dirais, c'est une parenthèse, mais c'est quelque chose qu'on note assez souvent dans les grandes entreprises d'archéologie urbaine. Si aucune trouvaille sensationnelle ne vient faire rebondir la fouille pendant plusieurs années, l'équipe se décourage un peu du site, a l'impression d'entrer dans les rendements décroissants et a tendance à vouloir aller chercher ailleurs. Alors, c'est un peu... si je raconte ça, c'est que c'est une impression par laquelle nous sommes passés à Iranum au milieu des années 70. On a eu aussi l'impression que ça commençait à ronronner, qu'il y avait, on est passé à ce moment-là à 2 doigts en fait d'une mise en extinction douce de la fouille. Puis 2 ans plus tard, tout a rebondi avec les découvertes sensationnelles de la trésorerie, les documents économiques et les papyrus d'Aristote. Malheureusement, ça a rebondi trop tard, puisqu'un an après, la guerre civile en Afghanistan réglait complètement le sort de la fouille. En ce qui concerne le déplacement des activités de l'équipe maçonne à Nisa, à Merv, je ne dirais pas que le choix a été très heureux. Je ne trouve pas personnellement que leur bilan à Merv soit si fantastique par rapport à ce qu'ils avaient acquis à Nisa en 3 ans. En fait, il y a eu un rebondissement, il y a eu de nouvelles découvertes sensationnelles, mais c'est après la reprise de la fouille, au terme d'une longue période d'abandon, à partir de 1979, la fouille a été reprise. Elle a été reprise par plusieurs missions juxtaposées. Bon, c'est le moment où les moyens de l'archéologie soviétique s'essoufflent, et notamment qu'ils éprouvent la grande difficulté de publier les découvertes, et on commence, les équipes ont tendance à se mettre... On a des coalitions d'équipes venant de centres différents, et puis au bout du compte, dès que ce sera possible avec la pérestroïka, on fera appel à des collaborations étrangères pour retrouver des moyens qui n'ont plus. Alors, ces découvertes sensationnelles qui ont été faites dans les années 80-90, c'est notamment la découverte d'extraordinaires têtes en terre crue. Masson n'avait trouvé que des drapés, des corps, mais pas de tête. Alors, il y a la tête de Mithridate que j'ai montrée et que je vais remontrer, et puis cet ensemble extraordinaire des têtes qui ont été trouvées dans un petit local annexe à la salle carrée, que les anciens fouilleurs n'avaient pas touché. Et on s'est aperçu que, peut-être suite à un tremblement de terre, les statues étaient tombées, et à un certain moment, on les a mises à l'abri, pas vraiment au rebut, apparemment à l'abri, dans un petit local. Et ils sont tombés là-dessus. Et je vais être amené, évidemment, à commenter ces extraordinaires documents. Alors, après la reprise des fouilles en 1979, je disais, on arrive dans la phase des coalitions de moyens. On a en fait 3 missions juxtaposées qui travaillent à Nisa, pas toujours en très bons termes les unes avec les autres. On a Leningrad, on a Moscou et on a l'université d'Ashkhabad. Alors, on voit bien, plusieurs principes sont là en concurrence. Avec Leningrad, on a le principe dynastique.
celui qui fouille pour Leningrad, c'est Vadim Masson, le fils de Mikhail Masson. C'est la légitimité dynastique. Avec l'équipe de Moscou, c'est le principe politique central. Gennady Kochelenko, qui a certainement été un des exégètes les plus intelligents et les plus imaginatifs de ce qui se faisait à Nizza. Il est toujours parmi nous. Et puis, avec l'équipe d'Ashrabad, on a un nouveau principe qui s'affirme, c'est l'affirmation locale. Alors, Masson, la métropole avec Masson, c'était Tachkent, et maintenant c'est la République du Turkménistan qui tient à s'ériger en centre scientifique, et on délègue un jeune archéologue qui est en fait russe ou ukrainien, qui s'appelle Victor Pilipko, dont je vais être amené à reparler parce qu'il a été particulièrement actif, et aujourd'hui, en fait, je crois qu'il est le dernier à l'œuvre. Alors, évidemment, oui, alors, à partir de 90, jusqu'à 2006, en fait, on a une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est les collaborations étrangères. À ce moment-là, on a un partage de la fouille entre Pilipko, Ashrabad, et l'université de Turin, avec Antonio Invernizzi et Carlo Lipolis. Alors, ce sont des gens formés à l'archéologie classique, mais qui ont déjà acquis une expérience de la brique crue et du Proche-Orient dans les fouilles tout à fait remarquables de Séleucie du Tigre. Donc, ils arrivent très au point. Et donc, voilà, c'est un nouveau principe qui apparaît avec la perestroïka, c'est la collaboration internationale, principe qui continue aujourd'hui à régner, disons, sur une grande partie des missions, quoique maintenant, on a à nouveau une montée en puissance des équipes, des républiques et des équipes russes qui parfois travaillent en fait travaillent par elles-mêmes sans collaboration internationale, mais avec évidemment dans un esprit de dialogue beaucoup plus affirmé que ça n'était le cas à l'époque soviétique. À partir de 2006, les moyens se sont taris, l'équipe italienne n'a plus vraiment eu les moyens de revenir. Je crois que Pilipko est toujours sur le terrain, mais enfin, bon, évidemment, là, tout ça est un peu en sommeil. Alors, cette histoire bien chaotique, passant par des phases très contrastées, entrecoupées de périodes d'abandon, a évidemment laissé des traces dans l'état de la documentation et des publications. Premièrement, il est incontestable qu'il y a eu des pertes considérables d'informations. C'est toujours le cas quand une équipe s'arrête et puis que plusieurs années après, une autre prend le relais. On sait qu'ils ont trouvé dans certains locaux, dès avant les sensationnelles découvertes de 90, ils avaient trouvé des morceaux considérables de statues en terre crue. Il n'en existe plus que des aquarelles pour certaines d'entre elles. Ça s'est perdu dans les déménagements du musée, ils n'avaient pas les équipes pour les conserver, etc. Autre perte grave, c'est qu'ils n'ont pratiquement, les monnaies qui n'avaient pas été publiées à l'époque ont été perdues. Et on est extrêmement démunis aujourd'hui pour connaître la chronologie du site entre le 1er siècle après Jésus-Christ, date des dernières grandes reconstructions, et l'époque islamique. En fait, c'est tout simplement parce qu'on a perdu les monnaies. Voilà. Et puis, ce qui a beaucoup brouillé l'image de Nizza, c'est que pendant longtemps, il n'y a pas eu de publication d'ensemble, ni même d'articles de synthèse. Le premier qui ait vraiment fait un effort de réflexion globale sur le site et ses fonctions, c'est Gennady Kochelenko, dont je viens de parler, qui en 1977 a fait paraître en russe un petit livre extrêmement intelligent et stimulant, jamais traduit malheureusement, Rodina Parfian, mais qui heureusement a fait l'objet d'un long et très détaillé, d'un compte-rendu à la fois long et critique, mais critique dans le bon sens du terme, de Paul Bernard, paru à l'époque dans Studia Iranica. Alors finalement, en 2001, cette lacune se comble grâce à Victor Pilipko, qui publie un gros livre en russe, La vieille Nizza, principaux résultats de l'étude archéologique à la période soviétique. Alors là, vraiment, il faut lui rendre hommage, parce qu'il a été à travers toutes les archives, les journaux de fouilles, toute la documentation disponible, il a abattu un travail énorme, et on peut dire qu'il a sauvé
absolument tout ce qui était encore sauvable à cette époque-là, en documentation. La mission italienne, à partir de 2008, publie une série d'albums très grands, très lourds, très luxueux, qui s'appelle Nisa Partica. Il y a 4 volumes parus. Le complexe monumental central, où ils ont eux-mêmes fouillé, les objets de métal, la sculpture de marbre et les rideaux qui viennent de sortir. Ces albums sont totalement hors de prix. Je ne sais pas quelle bibliothèque à Paris les possède aujourd'hui. Bon, je crois que ça va finir par être acquis par le Collège de France. Alors, en 1999, la mission italienne a aussi lancé une revue, très courageusement. C'est ce que Paul Bernard avait pensé un moment le faire pour Aïr Hanoum, mais finalement ne l'a jamais fait. Mais ils ont lancé cette revue Partica. Alors, c'est pareil, le problème, c'est que tous les endroits que je connais qui avaient des numéros de cette revue ont fini par se désabonner parce que c'est totalement... c'est pas en ligne et c'est totalement inaccessible, hors de prix. Mais bon, on arrive en fait à récupérer des volumes à gauche, à droite, etc. Dans cette revue, ils ont publié leurs résultats, mais ils ont aussi publié des articles reliés au sujet, enfin tout ce qui avait trait à la culture parthe, et aussi les articles de toutes les missions en fait qui étaient à l'œuvre sur le site, notamment des articles de Pilipko qui se déclarent en désaccord avec la totalité des conclusions de l'équipe italienne. Alors c'est tout de même un beau témoignage de l'ouverture intellectuelle de nos collègues de Turin qui acceptent la polémique au sein de leur revue. Un texte occupe une place complètement à part, mais il est important, il est inédit. C'est un texte rédigé par Mary Boyce, l'historienne du zoroastrisme, pour le volume 4 de son Histoire du zoroastrisme, auquel j'ai aussi collaboré, qui devrait paraître de manière posthume, mais on ne peut vraiment pas dire quand. Elle a fait un texte sur, disons, la documentation de Nisa, à la fois monumentale, artistique et textuelle, du point de vue d'une historienne exigeante du zoroastrisme. Quand je dis exigeante, c'est qu'elle est exigeante vis-à-vis des sujets, vis-à-vis des anciennes populations dont elle traite. Elle considère que à partir du moment où une dynastie, un peuple, un souverain est officiellement zoroastrien, il faut faire rentrer la documentation qui lui est rattachée dans les cadres du zoroastrisme. Alors, parfois, la tentative a donné des résultats, cette démarche a donné des résultats très féconds. Dans le cas de Nisa, vous verrez, je suis en fait en désaccord avec certaines de ses conclusions. Disons qu'elle a éliminé, elle a éliminé du dossier des choses qui ne lui convenaient pas. Bien. Alors maintenant, il y a un premier article. Je distribuerai ultérieurement des bibliographies choisies. Il y a un article en anglais de Pilipko paru en 2008 sur l'ensemble central de la forteresse de Mirdad-Kirt, c'est-à-dire Vieille Nissa, qui est la première vraie tentative d'approche synthétique où toutes les données sont reliées. C'est très très dense, pas facile à lire, mais extrêmement pertinent et critique. Bien. Pilipko, en fait, lui, il se lance, il n'a pas peur de proposer des conclusions. Lui, il considère que Nissa a été au tout début un site royal, une cité palatiale, mais que très rapidement, lors de la première reconstruction majeure du site, au IIIe, peut-être même dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, en tout cas au IIe, le site entier devient ce qu'il appelle une cité mémorielle et sacrale, c'est-à-dire que les fonctions sont uniquement la commémoration des souverains, des anciens souverains de la dynastie. Alors, en fait,
j'ai une position un peu ambiguë vis-à-vis de l'argumentation de Pilipko. En gros, je serais d'accord avec lui, mais je serais d'accord avec lui en déplaçant le curseur dans le temps. C'est-à-dire que je pense que Nyssa est effectivement devenu ça à partir du moment où les bâtiments ont été abandonnés, c'est-à-dire à partir du 1er siècle de notre ère, mais qu'à l'époque antérieure, je ne peux pas considérer que la totalité de la fonction du site était sacrale et mémorielle. Bien. On va revenir là-dessus à l'occasion des monuments individuels. Alors, la mission italienne n'a pas encore publié vraiment de synthèse. Je pense qu'ils sont assez prudents, qu'ils hésitent à arrêter leur vue. Enfin, ils veulent pas mettre trop tôt des étiquettes. Voilà. Pour la salle ronde, ils l'ont fait. Je vais être amené à en parler. Pour les autres monuments, ils restent prudents. Mais on aura l'occasion de leur en parler directement, parce que je viens d'avoir confirmation de la venue d'Antonio Invernizzi le 27 février ici. Il donnera une conférence et le même jour, il participera au séminaire. Et j'ai l'intention donc du coup de le soumettre et d'inviter l'assistance à le soumettre à un feu de questions. Il est le plus à même de répondre sur les conclusions de la mission italienne. Alors, je l'avais dit la semaine dernière, Nyssa est une espèce de cas d'école pour les raisonnements en archéologie urbaine de l'Asie centrale. Toutes les questions sur les critères d'interprétation des vestiges monumentaux qui se sont posés à Ai-Khanoum et sur tous les sites antiques de l'Asie centrale l'ont d'abord été à Nyssa et le sont toujours à Nyssa. Ces questions, j'en distingue plusieurs. La question massive qui se pose à propos de tous les bâtiments, qu'est-ce qui permet de dire qu'un édifice iranien antique est un temple? Qu'est-ce qui permet de dire que c'est un palais? À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de prêt-à-porter. On n'a pas de grille rigide. On y va un peu au feeling, à vrai dire, tous autant que nous sommes. En ce qui concerne le cas particulier de Nyssa, il y a un problème majeur qui est le rapport entre les morts et les vivants dans la ville. Puisque le seul texte que nous avons ne nous dit qu'une chose, c'est que c'est un site funéraire royal. Donc, à partir de là, absolument pour tout le spectre interprétatif a été parcouru. On a dit, et parfois les mêmes archéologues ont changé d'avis en cours de route, c'est un site pour les audiences royales. Et puis on a dit, c'est un site pour le culte des ancêtres royaux, et voilà. Et puis, en supposant même qu'il y avait effectivement, certains monuments avaient été effectivement des mausolées. Bon. Pour chaque bâtiment individuel, pratiquement chacun des monuments que je vais présenter est successivement dans la littérature un temple, un mausolée, une salle d'audience. Bien. Je dirais, il y a eu des tendances plus affirmées à l'interprétation religieuse chez certains. Il y a le représentant le plus explicite de la tendance laïque, c'est Paul Bernard, qui, lui, disons, son point de départ, c'est que pour les monuments antiques, la charge de la preuve d'une fonction religieuse incombe en fait à ceux qui pensent que c'est religieux. Et que tant qu'on n'a pas trouvé de critères nets pour dire que c'est religieux, il faut envisager autre chose. Bon. J'ai tendance, disons, je ne peux pas cacher qu'après, au stade actuel de mes lectures et relectures sur Nyssa, c'est avec les interprétations de Paul Bernard que j'ai tendance à me sentir le mieux en phase. Bien. Alors, ça a joué aussi sur... Alors, je vais tout de suite d'ailleurs aller à un tableau... Ah oui, Escape, oui.
je vais tout de suite aller à un tableau que je distribuerai ultérieurement et où j'ai récapitulé, voilà, j'appelle ça le menu interprétatif à la carte. Pour chaque type d'évidence archéologique, à partir de la tendance plutôt religieuse de l'interprétation ou plutôt laïque, qu'est-ce qu'on a pu proposer? Alors, les bâtiments, dans la version laïque, Paul Bernard, ce sont des salles du trône. Il y a un bâtiment, un seul, dont il admet que c'est sans doute un temple. Tout le reste, ce sont des salles d'audience. Bien. Dans la version religieuse, dans laquelle je mets tous les fouilleurs russes, et aussi quand même les fouilleurs italiens, même si ce n'est pas aussi explicite chez eux. Alors, il y a une variante assez précise. Ils identifient le mausolée de Mithridate dans un des bâtiments, la salle ronde, et ils identifient un autre bâtiment comme un temple. Bien. Il y a une variante plus vague, c'est Pilipko, un héroon royal. Héroon, ça évite de dire mausolée, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de chercher un corps. Bon. Un héroon royal et plusieurs bâtiments. Alors là, le vocabulaire joue avec une grande prudence. Sacré, mémoriel, on évite le mot. C'est ce qu'on écrit quand on ne veut pas écrire temple. Voilà. Bon. Mais qu'on suppose qu'il y a quand même une piété, voilà. Et puis, ce que j'appelle, c'est un peu méchant vis-à-vis de quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui m'a beaucoup appris, mais je durcis un peu le trait, la version zoroastrienne intégriste de Mary Boyce, ce sont, comme elle n'y reconnaît pas ce qui devrait être un temple iranien, mais que quand même ce sont des zoroastriens, et alors elle y voit, mais elle a des arguments, des salles du trône, certes comme Paul Bernard, mais protégées par les statues des âmes des ancêtres, à qui elle donne, on va voir ça, un statut précis dans le cadre de la pensée zoroastrienne. C'est ce qu'on appelle les fravashis, ce sont les âmes des ancêtres, et il est dit explicitement dans l'Avesta que ces âmes des ancêtres doivent faire l'objet de pratiques cultuelles par leurs descendants et les protègent de leurs vivants. Donc, à partir du moment où on a des salles du trône et puis en l'air des personnages qui ont l'air d'être des rois, ce sont les fravashis, des rois d'autrefois, qui protègent les activités des rois d'aujourd'hui. C'est pas impossible qu'elle ait raison. Et puis, elle reconnaît un temple du feu. Alors, les statues, je viens d'en parler. Donc, la version laïque, ce sont des galeries de rois. Hein. C'est pas plus religieux que les statues de la façade de l'hôtel de ville de Paris. Dans la version religieuse, envisagée un moment par Pugachenkova, ce sont les 12 yeux de l'Olympe. À un moment, il y a pensé. Pour Invernizzi, ce sont des ancêtres divinisés. Et puis dans la version Mary Boyce, ce sont les âmes protectrices des ancêtres royaux. Et puis alors ça ne s'arrête pas là, il y a les peintures. Alors on va voir après, à propos d'un exemple précis, il y a une peinture avec une scène de combat. Alors, version laïque, c'est la commémoration d'un épisode héroïque entre Parthes et nomades. Version Mary Boyce, c'est un épisode de l'Avesta. Alors, ce n'est pas seulement l'évidence archéologique qui est parcourue par cette stratification d'explications, c'est aussi l'évidence épigraphique. Je l'ai dit précédemment, les ostracas de Nisa ont presque tous un rapport avec la fourniture de vin et l'entretien des celliers. On pourrait s'arrêter là, mais là aussi, la polémique, ça donne prise à la polémique. Ces vignobles portent des noms, et les vignobles d'où provient donc le vin des celliers royaux, portent des noms, et dans ces noms, assez souvent, dans une majorité de cas, correspondent à des noms qu'ont portés des souverains parthes. À partir de là, dans la version laïque, on va dire, tout simplement, ces vignobles s'appelaient du nom de leur propriétaire. Alors le propriétaire pouvait être le roi lui-même, ou un homonyme, puisque les noms royaux étaient assez largement partagés dans l'aristocratie. Bien. Dans la version religieuse, ce sont
ils sont nommés non pas d'après leurs propriétaires, mais d'après les ancêtres royaux dont ces fournitures de vin accompagneraient le culte. Bien. Dans la version, Mary Boyce, voilà, elle a hésité entre les deux versions. Et puis alors, ça ne s'arrête pas là. On va en parler au séminaire la semaine prochaine. Les ritons, les fameux grands ritons d'ivoire. Alors, dans la version laïque, Paul Bernard, eh ben, les ritons, ça sert à boire dedans. Bon, voilà. Il y a du vin à Nisa, il y a des cornes à boire, c'est du mobilier de banquier royal, et d'après Paul Bernard, pas exécuté sur place, mais ce serait en fait une prise de guerre sur les derniers Séleucides, dans les guerres en Mésopotamie. Dans la version religieuse, adoptée par presque tous les fouilleurs, c'est du mobilier funéraire utilisé dans le culte des ancêtres royaux. Et alors, coup de chance extraordinaire, sur un des ritons, il y a une dédicace à Hestia. Hestia, la déesse du feu. Eh bien, c'est le culte du feu et le culte des ancêtres qui vont ensemble. Bien. Ou alors, Mary Boyce, là, elle n'a pas donné dans le panneau. Et elle a considéré que c'était Paul Bernard qui avait raison, que ces ritons servaient avant tout à boire. Ben, elle dit quand même, mais ce n'est pas incompatible, puisque dans les cérémonies, dans les commémorations zoroastriennes des morts, encore aujourd'hui, eh bien, on se réunit, on banquette, voilà, donc ça pouvait... Mais on n'avait pas fabriqué les ritons spécialement pour cela. Bien. Oui, voilà, donc j'avais effectivement, c'est ce que j'avais à dire sur cette question. Alors, on peut maintenant... Alors, oui, ce ne sont pas les seules problématiques qui se sont développées, qui ont été mobilisées autour des données de Nisa. Donc, on avait vu distinction entre temple et palais, rapport entre les morts et les vivants. Une autre question qui s'est posée, et je viens d'en parler en fait, qui continue à se poser, c'est le statut des œuvres d'art dans un site royal. Est-ce que c'est l'expression d'une commande et d'une capacité artistique locale, ou est-ce que c'est l'expression d'un pouvoir capable d'organiser des transferts? C'est fondamental. Dans un cas, il y a une école artistique à la cour. Dans l'autre cas, les œuvres ont pu venir de très loin, comme prise de guerre ou cadeaux diplomatiques. Les artistes ont pu venir de très loin aussi. Alors là-dessus, on est en plein débat. La question a été réglée uniquement pour une catégorie, pour deux catégories d'œuvres. Bien entendu, l'architecture exécutée sur place et la sculpture en terre crue, les statues monumentales en terre crue. Parce que la terre crue, ça ne se déplace pas. C'est fragile, ça se modèle sur place. Et l'équipe italienne a prouvé définitivement que les grandes statues de terre crue avaient été modelées sur place, mais par des artistes qui auraient parfaitement pu être employés dans n'importe quelle cité grecque. C'est-à-dire que la qualité du modelé, notamment, alors il y a des analyses extrêmement raffinées chez Invernizzi sur les drapés, les coupes de drapés en 8, en S, en virgule, en spirale, etc. C'est la même gamme de raffinement qu'on a dans les plus belles œuvres de la sculpture grecque. Donc là, on a l'évidence que le savoir-faire est d'origine grecque, mais l'exécution et la main-d'œuvre sont locaux. Mais pour d'autres œuvres, c'est très problématique. Les ritons, actuellement, il y a les deux positions intermédiaires, les deux positions extrêmes sont argumentées d'une manière, je dirais, dans les deux côtés, de deux bons arguments. La position de Paul Bernard, ce sont des prises de guerre, ça vient de Mésopotamie, hein,
et la position de l'équipe italienne dans le dernier volume, tout est d'exécution locale. Et il y a même et les thèmes ne sont pas en fait complètement grecs. Bon. Il y a les statues de marbre. Là, tout le monde a toujours été plus ou moins d'accord qu'elles avaient été importées. On s'est posé la question des artistes itinérants quand on a fouillé à Aïranoum. Dans certains cas, il y a des ressemblances assez frappantes entre certains types de décors, les acanthes, les masques de lion notamment, et ce qu'on a trouvé à Nissa. Or, la dernière grande phase de construction d'Aïranoum et de décoration, c'est sous le roi Eucratide, qui est rigoureusement contemporain de Mithridate Ier. Comme me disait encore récemment Paul Bernard, mais je pense qu'on va être aussi amené à le faire parler au séminaire à propos d'Aïranoum, si les mêmes artistes avaient travaillé à Nisa et à Aïranoum, ça expliquerait bien des choses. On peut très bien imaginer, même à la limite, si les pouvoirs en jeu n'étaient pas en paix les uns avec les autres, les artistes pouvaient très bien migrer d'une cour à l'autre, ils allaient se vendre au plus offrant. Alors, un dernier paramètre mobilisé, parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup, c'est des choses dont on parle actuellement beaucoup dans l'archéologie de l'Asie centrale, c'est le rôle des tremblements de terre. Il se trouve que les tremblements de terre ont été très à la mode dans l'archéologie du Proche-Orient, à l'époque de Schaeffer, etc. Et ils le redeviennent en Asie centrale, qui est une zone très sismique. Alors, en ce qui concerne Nisa, il est assez net qu'il y a eu des tremblements de terre. On soupçonne qu'il y en a un, peut-être au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui explique la dernière grande phase de reconstruction. Et puis la catastrophe finale, où les grandes statues de terre crue sont tombées, les toits, tout s'est écroulé. Alors là, on a des problèmes pour dater. On dit que ça pourrait même être le tremblement de terre de 454 après Jésus-Christ. Ça pourrait être aussi tard que ça. L'argument des tremblements de terre est parfois dangereux. Alors, je termine par une petite anecdote. À un moment, quand nous fouillions à Aïranoum, nous avons reçu une équipe de sismologues qui a travaillé sur les traces de tremblements de terre anciens à Aïranoum. Il se trouve que quand on a fouillé le temple, les tuiles de bordure du toit avaient été projetées assez loin des murs. Et on a eu un travail d'une équipe de sismologues très sérieux qui ont calculé l'intensité du tremblement d'Aïranoum sur l'échelle de Richter d'après la distance de projection des tuiles par rapport au mur, jusqu'au moment où la fouille a apporté la preuve que les poutres avaient été incendiées et que c'est tout simplement la rupture des poutres au point central qui a créé un effet toboggan qui a fait que les tuiles sont allées des deux côtés. Il n'est plus rien resté du tremblement de terre d'Aïranoum suite à cette observation. Bon. En ce qui concerne Nissa, on a davantage de raisons d'invoquer cette variable. Bon, je vais m'arrêter là, puisque la dernière fois, Henri-Paul avait un peu manqué de temps de parole. Et on ne va pas faire donc de... Bon, est-ce qu'on fait une petite... Oh, on peut faire une petite interruption de quelques minutes, et puis ensuite, on revient ici. Voilà, donc la prochaine fois, je continuerai sur Nissa, à la fois au cours et au séminaire où j'aborderai un dossier dans le dossier, qui est le dossier de la supposée trésorerie, parce que là, on a tout un ensemble de données très pointues qui méritent d'être analysées assez en détail. Dans les cours suivants, je pense qu'il y aura peut-être encore une ou deux séances sur Nissa avant que je ne passe à Aïranoum, et au séminaire, on va aborder un point particulier du dossier Nissa, qui est le dossier épigraphique, les ostracas. Et là, la discussion sera animée par Samra Azarnouch et Michael Shenkar, qui présenteront l'état du dossier, et puis on discutera. Voilà, j'ai donc terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie.